Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, mes chers étudiants, donc, bonjour. On se retrouve donc pour cette vidéo, cette présentation du cours sur le clustering. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous prenez tous soin de vous et de vos proches. Donc là, on va essayer donc à travers cette vidéo de renouer contact. Et essayer donc d'appuyer les PDF que je vous ai postés, ce que je vous ai posté sur votre site web comme PDF. On va essayer de les appuyer par cette vidéo sur le clustering et également une autre vidéo ou bien un cours sur les règles d'association. Bien entendu, malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour enregistrer ou bien même voir le chapitre sur les arbres de décision malgré son importance et ce vu malheureusement le temps qui nous sera donc alloué. Alors, donc, je vais faire un petit rappel par rapport à cette notion de clustering. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons vu que les techniques de data mining ou bien de fouille de données se distinguent ou bien se divisent en deux grandes approches qui sont l'approche supervisée et l'approche non supervisée. Et donc, dans l'approche non supervisée, donc, le système va par lui-même découvrir les patterns ou bien les modèles qui sont cachés derrière les données. Et dans l'approche supervisée, donc, on va donner au système ou bien le guider pour qu'il puisse nous fournir, par exemple, le modèle par une classification, on lui donne des classes, etc. Et donc, dans le chapitre de clustering qui fait partie de l'approche non supervisée, on va essayer de voir comment on regroupe des objets qui peuvent être par exemple des individus, des voitures, des arbres, etc., en plusieurs groupes. C'est une approche donc non supervisée tout simplement parce que initialement, on ne connaît pas les groupes. On va obtenir ces groupes-là au moment du déroulement, bien après déroulement de notre algorithme de clustering ou bien de regroupement. Donc, au niveau de ce chapitre, nous avons déjà vu quelques notions qui sont, par exemple, la motivation pour regrouper, pourquoi on regroupe les objets en groupe, pourquoi on fait ces groupes-là, ce qu'on appelle les KUTL ou bien les clusters. Et nous avons vu que l'exemple que j'ai donné la dernière fois pardon, au cours, c'était le fait de pouvoir, par exemple, cibler ou de vouloir cibler les clients d'une entreprise, par exemple par des campagnes publicitaires. Et pour pouvoir faire ça, on ne peut pas initialement envoyer un mail personnalisé à chaque client vu ses caractéristiques. Et également, on ne peut pas envoyer un mail collectif, le même mail ou bien le même message à tous les clients. Donc, on va essayer de cibler des groupes de clients. Et pour pouvoir cibler ces groupes de clients, nous avons besoin de connaître les caractéristiques ou bien nous avons tout d'abord besoin de les regrouper en groupe ou dans chaque groupe, nous avons des clients qui sont similaires et les groupes eux-mêmes sont dissemblables, c'est-à-dire ne se ressemblent pas. Mais je ne bouge pas. OK. Donc là, ça, c'est un exemple d'utilisation parmi d'autres des clusters. Donc, nous avons vu que pour pouvoir faire ce clustering, donc, initialement, nous avons en entrée un ensemble d'objets. Par exemple, ici, on peut voir que chaque objet est représenté par un cercle initialement non coloré, c'est-à-dire le cercle تاعنا. Donc l'objectif serait de pouvoir regrouper ou bien dire que certains objets se ressemblent, certains cercles. Par exemple, nous avons cet ensemble d'objets qui sont par exemple en rouge, qui se ressemblent, et également cet ensemble en bleu et cet ensemble en vert. Donc, pour pouvoir obtenir ça, nous allons donc faire un ensemble de suppositions. Donc, nous avons donc un ensemble d'objets. Ces objets, initialement, sont homogènes, c'est-à-dire se ressemblent dans le sens global du terme, c'est-à-dire sont tous par exemple, tous des voitures, sont tous, par exemple, des arbres, des individus, des êtres humains, etc. Et ces objets ne sont pas classés, c'est-à-dire c'est justement ça l'esprit de l'approche non supervisée, c'est-à-dire on ne connaît pas les classes et on n'a pas déjà classé ces objets, sauf si, par exemple, on est en train de dérouler, par exemple,
le clustering à la suite d'autres algorithmes. Pour l'instant, on suppose que nous n'avons jamais classé nos objets. Ce qui est important, c'est de dire que les objets sont initialement décrits par des caractéristiques. Si vous vous souvenez, nous avons vu que dans le chapitre précédent, nous avons vu que les données en général, pour pouvoir les envoyer à un outil ou bien à un algorithme de fouille de données, généralement on formate ces données ou bien on les représente par un tableau individu variable dans lequel nous avons en ligne, c'est des individus et en colonne, nous avons des variables. Et donc là, on va supposer également que les objets TANA qu'on veut ou bien qu'on veut regrouper en clusters sont décrits par différentes variables. Et naturellement, comme nous avons vu le chapitre 1, le premier chapitre, on va supposer que nous avons déjà l'opération de nettoyage. Nous avons par exemple complété les valeurs, ce qu'on appelle missing values, compléter les valeurs absentes ou bien manquantes par de vraies valeurs, etc. Dans le sens que le tableau TANA, on va supposer qu'il est bien préparé, c'est-à-dire que nous avons pour chaque individu l'ensemble des valeurs qui sont prêtes et qui sont correctes. Et bon, initialement, par rapport au type de variable, le clustering doit marcher pour n'importe quel type de variable, c'est-à-dire même si on a par exemple pour le même individu une variable continue, une variable non continue, discrète, on a par exemple des caractéristiques par exemple qui sont qualitatives, ne sont pas quantitatives, etc. Mais initialement, on va voir que plus tard, les algorithmes, surtout l'algorithme que nous allons appliquer, ne marchent pas pour tous les types de variables. On va cibler seulement les variables qui sont de type numérique et exclusivement les variables qui sont, disons, continues ou bien discrètes dans le sens que ça représente des variables quantitatives, okay, des quantités. Et donc là, à partir de cette supposition, nous allons donc pouvoir imaginer que nos objets sont des vecteurs. Si vous vous souvenez, lorsque vous avez fait un petit peu la géométrie, etc., les vecteurs, l'HIA, etc. Donc, si nous avons un objet qui est décrit par différents, par exemple, paramètres ou bien différentes variables, donc on va considérer que cet objet est un objet dans un espace selon, dont la dimension est le nombre de variables. C'est-à-dire, si nous avons chaque objet qui est décrit par deux variables, donc dans ce cas, nous avons un plan bidimensionnel. Si nous avons trois variables, ça va être un plan tridimensionnel ou bien à 3D ou à 3 dimensions, etc. Okay. Donc là, pourquoi on invoque cette histoire de géométrie? C'est parce que si les variables TANA sont des variables de type numérique, quantitatif, et qu'on veut trouver les objets qui sont similaires, ces objets qui sont similaires sont naturellement des objets qui sont géométriquement proches les uns des autres. Si vous vous souvenez, là, dans cette diapositive, pourquoi vous pouvez remarquer que les objets qui sont en rouge sont géométriquement très proches les uns des autres, et la même chose pour ceux qui sont en vert et ceux qui sont en bleu. OK. Donc, la représentation, ça c'est une représentation que vous connaissez déjà, qui permet de voir un objet qui flotte dans l'espace comme ça, un espace tridimensionnel, et dans lequel nous avons par exemple trois coordonnées pour cet objet M. Donc, il a la coordonnée, bien l'abscisse par exemple, ou bien sur le plan des X, c'est le 3, sur le plan des Y, c'est 2, et sur le plan Z, ça va être 3. Donc, de cette manière, on va pouvoir représenter, même si c'est un petit peu difficile de représenter des objets ayant trois caractéristiques, ou bien sur un plan 3D, mais ce qu'on va faire tout au long de ce chapitre-là, c'est de se limiter seulement à 2 dimensions. Alors, donc, l'algorithme, je pense qu'on s'est arrêté la dernière fois. À ce niveau-là, on allait aborder l'algorithme K-means, ou bien ce qu'on appelle l'algorithme des K moyennes. Et donc, l'algorithme des K moyennes, c'est un algorithme qui permet de regrouper des objets, un ensemble d'objets N, en K clusters, ou bien K Kutla. C'est-à-dire, on va obtenir un ensemble K de groupes d'objets. Et cet ensemble K, c'est pour cela on dit que l'algorithme, en quelque sorte, peut nous mener à la confusion en disant que c'est peut-être une approche un peu
supervisé, ce n'est pas supervisé, mais on va tout simplement donner ou bien injecter à l'algorithme des paramètres. Le fait de lui injecter des paramètres, de lui dire que nous allons avoir, ou là, nous voulons obtenir K cluster, ça ne veut pas dire que l'approche Tana est devenue supervisée, mais c'est juste un paramètre. Et nous avons vu que le terme moyenne est lié au fait que lorsqu'on veut récupérer ou bien trouver, par exemple, les liaisons ou bien les distances entre les objets, on va les calculer par rapport à la moyenne des, de chaque coordonnée ou bien de chaque variable pour pouvoir détecter, par exemple, ce qu'on appelle le centroïde de chaque cluster, etc. Ça, on va le voir plus tard. Donc, le terme moyen, là, est important et ça suppose que, comme je viens de le dire, que les variables Tana sont de type numérique et beaucoup plus quantitatif, même si avec le qualitatif, ou bien avec le discret, par exemple, ou bien le quantitatif, par exemple, lorsqu'il est ordinal, ça peut marcher, mais en général, ça marche avec de vraies quantités numériques. Alors, donc, le principe de base de cet algorithme, c'est quoi? Donc, initialement, nous avons un ensemble d'objets. Et cet ensemble d'objets sont décrits par un ensemble de variables. Donc, on va essayer, en tenant compte du fait qu'on veut regrouper ces objets en K groupes, donc on va essayer initialement de choisir ces groupes-là de manière aléatoire. Et pour pouvoir faire ce choix des groupes de manière aléatoire, là, tout simplement, on va dire qu'on va regrouper de manière pratiquement aléatoire, mais guidée, bien sûr, par des calculs, les objets Tana. Donc, pour pouvoir faire cela, on va essayer de désigner ce qu'on appelle des centroïdes. Le centroïde qui m'a apporté la dernière fois au niveau du cours, ça ressemble un petit peu au il y a le centre de chaque groupe. Donc, les centroïdes Tana, on va les choisir K-centroïdes, d'où le terme K-means, et on va essayer de calculer la distance géométrique entre chaque objet et ce centroïde-là. Et lorsqu'on obtient donc des valeurs, on va essayer de comparer ces valeurs par rapport aux autres centroïdes. C'est-à-dire, on va calculer pour un ensemble d'objets, pour chaque objet, on va calculer sa distance par rapport au centroïde 1 que nous avons fixé, au centroïde 2, au centroïde 3, etc., jusqu'au kème centroïde. Et on va affecter cet objet-là au centroïde le plus proche. Okay? C'est comme si il va être dans le groupe de ce centroïde-là. Maintenant, une fois qu'on aura obtenu ces groupes-là, on va refaire l'opération comme on l'a fait. On va essayer donc de prendre chacun des groupes et on va essayer de calculer, on va calculer le centroïde de ces nouveaux groupes. On va voir que ça va changer parce que ce n'est plus les centroïdes initiaux que nous avons fixés, mais ça va être, l'algorithme va nous donner de nouveaux centroïdes. Et une fois qu'on aurait obtenu ces nouveaux centroïdes, donc on va essayer de recalculer à nouveau donc ces moyennes-là, ou bien pardon, on va essayer donc de calculer la distance de chaque objet, de tous les objets, okay, par rapport au nouveau centroïde. Et à chaque fois, on refait l'opération, on obtient de nouveaux clusters, c'est-à-dire Kutel Jadida, et on va recalculer les coordonnées de chaque centroïde une autre fois et recalculer les distances, etc. et faire des affectations. Quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête soit si on remarque que, bien sûr, je vais représenter ça graphiquement, je vais vous montrer ça au niveau plus tard d'un exemple concret. Donc, on s'arrête soit lorsque les clusters Tana ne changent plus, lorsqu'on regroupe à une étape I plus 1 et on obtient les mêmes clusters obtenus dans l'étape I. Donc, dans ce cas, on va s'arrêter parce que même si on continue, on va encore retomber sur les mêmes clusters. Ou bien, si on n'a pas ce qu'on appelle une stabilité des clusters, c'est-à-dire que les clusters ne changent plus. Si on n'obtient pas cette stabilité, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter au bout d'un certain nombre d'itérations. C'est-à-dire que peut-être c'est pas pour dire que nous allons jamais retrouver une stabilité. C'est difficile. Il nous faut plusieurs itérations, peut-être des milliers d'itérations. Parfois, on n'obtient pas cette stabilité. Donc, dans ce cas, pour pouvoir, bien entendu, avoir un résultat concret, quelque chose
avec lequel on va travailler. Donc, dans ce cas, on est obligé d'arrêter au bout d'un certain nombre d'itérations. Et bien entendu, on verra ça à travers plus tard des exercices ou bien des exemples. Alors, pour être un petit peu concret, ça c'est la description que je viens de dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit d'abord les cas centres de manière aléatoire, même si ce terme aléatoire, il est un petit peu relatif parce que lorsqu'on a la disposition initiale de nos objets, on peut être guidé par la disposition surtout géométrique de ces objets pour pouvoir accélérer l'algorithme, mais on oublie ça, c'est-à-dire on peut choisir de n'importe quelle manière les centroïdes initiaux. Ensuite, on va calculer la distance entre chacun des points. Les points, ici, bien entendu, représentent des objets et chaque site. Bien sûr, au niveau de la première étape, chaque site représente un objet Tana, mais on va le considérer en même temps comme un centroïde ou un site. On les appelle des sites parce que c'est comme si ce qu'on appelle les bedor en quelque sorte. C'est comme si on l'a désigné pour pouvoir attirer ou bien, disons, faire graviter autour de lui l'ensemble des autres objets qui sont les plus proches par rapport à ce centroïde-là et pas par rapport aux autres. Et on va calculer le centre de chaque cluster parce que là, on va obtenir des clusters. Donc, la valeur de chaque caractéristique de chaque centre est égale à la moyenne des valeurs de tous les points. Parce que là, on va voir que la moyenne, ça va être la moyenne arithmétique. Et donc, dans ce cas, on va essayer donc pour chacune des coordonnées de faire la moyenne arithmétique, de sommer l'ensemble de ces valeurs et de la diviser par l'ensemble, le nombre d'objets qui se trouvent dans ce cluster. Et on va réaffecter les points selon ces nouveaux centroïdes obtenus au niveau de l'étape, disons l'étape courante. Et on va refaire le travail jusqu'à ce que les clusters Tana se stabilisent, ou bien même si ces clusters ne se stabilisent pas, donc dans ce cas, on va tout simplement s'arrêter au bout d'un certain nombre d'itérations. Alors là, on va voir un petit exemple que je vais essayer donc de pointer en utilisant donc la souris. Donc initialement, nous avons cette configuration, c'est-à-dire que nous avons par exemple ces objets-là. Donc là, vous voyez que nous supposons que les objets Tana sont décrits par deux caractéristiques ou bien variables ou bien paramètres. Et c'est pour cela que nous avons représenté ces objets sur un plan à deux dimensions. Et donc là, les objets sont représentés par ces petits cercles-là. Les objets sont tous blancs ou bien on peut dire qu'ils sont transparents, sauf ces trois objets-là. Bon, c'est vrai que ces objets-là ne sont pas particuliers qu'à partir du moment où on décide de les considérer comme étant des sites. C'est-à-dire, on va dire que ça va être le site numéro 1, ça va être le site numéro 2 et ça va être le site numéro 3. Donc, on les a colorés, ils sont colorés donc là au niveau de cette illustration pour les distinguer, pour pouvoir les voir clairement. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de calculer la distance entre chacun des points, okay, et ces centroïdes initiaux. Par exemple, on prend le point Hada, on calcule la distance géométrique, c'est-à-dire la entre cet objet-là et ce seed-là, ou bien ce centroïde. Bon, là, on l'appelle un seed et non pas un centroïde, parce que ce n'est pas un vrai centroïde. Donc, c'est tout simplement badra juste pour pouvoir dire que c'est un centroïde. OK. Ensuite, on va calculer la distance entre cet objet et le deuxième. La distance entre cet objet et le troisième. Je prends le deuxième objet, la distance entre cet objet et le site 1, avec le site 2, avec le site 3, et la même chose pour tous les objets, y compris les sites eux-mêmes, parce que les sites eux-mêmes sont des objets. Donc là, je vais calculer la distance entre cet objet-là et lui-même. Ça va donner tout simplement 0 parce que c'est l'objet lui-même, donc la distance entre l'objet et lui-même, donc ça va donner 0. Ensuite, la distance entre ce seed-là et le deuxième seed, le seed hada et le troisième seed, ainsi de suite. OK. On aura donc terminé. Qu'est-ce qu'on fait dans un tableau, comme on va voir plus tard dans un exemple? On va maintenant affecter les objets Tana à ces seed
là qui lui sont proches. Ok, par exemple, on va voir que par exemple la distance HADI, on peut la voir déjà ici, que cette distance-là est plus petite que cette distance-là, est plus petite que cette distance-là. Donc, on va affecter cet objet-là à ce premier site et non pas à ce deuxième ou à ce troisième. La même chose pour ce deuxième, il va être affecté ici, le quatrième, plutôt le troisième, le quatrième, etc. Et bien entendu, le site il va être dans son propre groupe parce que tout simplement la distance bino ou elle est égale à 0 et donc elle est inférieure à la distance avec les autres sites. C'est pour cela qu'il va rester dans son groupe et c'est naturel parce qu'il va être considéré comme étant le centroïde de son propre cluster. OK. Donc la même chose ici, on peut voir que ces objets sont plus proches à ce site-là qu'à ce site-là. C'est pour cela qu'on va les affecter à ce deuxième site. Et la même chose ici, ces quatre objets sont plus proches à ce centroïde qu'aux autres centroïdes. Donc, c'est pour cela qu'ils seront affectés ici. Maintenant, là, nous avons obtenu un premier clustering. Remarquez ce que j'utilise comme terme, clustering et cluster. Le cluster, c'est le groupe lui-même. Ça, c'est un cluster. Ça, c'est un cluster. Ça, c'est un cluster. Mais le clustering, هي النتيجة. Clustering هي التكتيل ولا التكتل. التكتل فرق بين بالعربية الكتلة والتكتل. التكتل, ça, c'est عبارة عن تكتل. OK, تكتل بحيث nous avons 3 clusters qui sont composés le premier de 5 objets, le deuxième de un peu 3 et 3, 6, 7, 8 objets et le dernier cluster, il est composé de 5 objets. OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donc prendre chacun des clusters et on va essayer, y compris bien entendu, ces centroïdes ou bien ces sites initiaux. Et on va calculer le centre de ce cluster-là. Pour pouvoir le faire, on va prendre objet par objet, coordonnée par coordonnée, faire la moyenne et obtenir une nouvelle coordonnée. La deuxième coordonnée, la troisième coordonnée de la même manière, en utilisant la moyenne, c'est pour ça qu'on appelle ça l'algorithme des cas moyennes. Et on va obtenir en général un site ou un centroïde, un point qui peut être imaginaire. Ça, c'est important parce que la première étape, les objets Tana ne sont pas imaginaires. Les sites Tana, les centroïdes ne sont pas imaginaires, ils sont réels. Par contre, dans la deuxième étape, lorsqu'on calcule, on va obtenir des objets, disons, artificiels, qui n'existent pas, des objets qui sont fictifs plutôt qu'artificiels. Donc, ils sont fictifs, ils n'existent pas réellement. Mais quand même, on va les utiliser sans les considérer comme de vrais objets. D'accord? Donc là, lorsqu'on obtient ces objets, on va les positionner graphiquement de manière temporaire ou bien provisoire, juste pour pouvoir faire graphiquement juste le rapprochement, même si ce graphique-là, c'est juste à titre d'appui, mais on peut tout simplement faire le travail par calcul ou bien tout simplement de manière arithmétique. OK, donc on obtient donc ce cluster juste pour l'affichage. On suppose que le nouveau centroïde, il est là. Donc vous voyez un petit peu là, en quelque sorte, une sorte de déplacement. Ce n'est pas un vrai déplacement, mais c'est tout simplement le fait de dire que le nouveau centroïde Tana, ce n'est plus ce point-là, mais ça devient ce point-là. La même chose ici, on voit que lorsqu'on calcule, ça c'est une étoile en quelque sorte. Je ne sais pas si elle est vraiment claire là. C'est une étoile. Okay? Là, la même chose, cette étoile représente le vrai centroïde de ce groupe-là. Okay? D'ailleurs, vous pouvez le voir. Si on prend par exemple ce cluster-là, vous voyez que la position du point noir n'est pas vraiment au centre. La même chose ici. Ce point noir-là, ou bien cet objet-là, qui a été choisi initialement comme centroïde initial, n'est pas en réalité à l'intérieur ou bien au centre de ce groupe-là. Et la même chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réellement obtenir les vrais centroïdes en refaisant le calcul. D'accord? Lorsqu'on refait les calculs, on retrouve cette étoile-là qui est, bien évidemment, vous pouvez la voir, elle est au milieu de ce cluster-là. Et la même chose ici, cette étoile, elle est pratiquement au milieu de ce cluster-là. Lorsqu'on aura obtenu maintenant ces nouveaux centroïdes, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, puisque les centroïdes ont changé, les calculs que nous avons faits initialement ne sont plus valables. C'est-à-dire que les distances entre chaque objet, par exemple, chaque etc., l'objet, ces calculs ne sont plus valables à l'âge parce que les centroïdes ont changé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de procéder à un recalcul. On va recalculer
les distances. Donc, on prend chaque point, y compris les points parce que les points qui sont dans le noir ne sont plus des centroïdes. En réalité on doit les rendre transparents en quelque sorte. Donc, ils ne sont plus considérés comme des centroïdes, ils sont des objets normaux, ils sont ordinaux actuellement. Donc là, on va prendre point par point et calculer cette distance. Par exemple, entre ce point et ce centroïde, l'étoile. Entre ce point et ce centroïde, l'étoile, la deuxième étoile, la troisième étoile, et on laisse ça de côté. Ensuite, on calcule pour le deuxième point, le troisième point, et le point également. Bien entendu, le point là, en réalité, on ne calcule pas la distance parce qu'en réalité, ce n'est pas un vrai point. Il est inclus dans le tableau. On va voir un exemple plus tard. Mais il ne sera pas inclus dans le tableau parce que ce n'est pas un vrai point, ce n'est pas un vrai objet. Le tableau, on met seulement les vrais objets. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, une fois qu'on aura obtenu le tableau de toutes les distances, on va réaffecter à nouveau les objets Tana au nouveau cluster. Donc, vous pouvez voir ici que le résultat de cette réaffectation, donc ça va nous donner ces nouveaux clusters. Parce que tout simplement, on va voir que, par exemple, certains objets qui étaient affectés à un cluster ne sont plus proches au centroïde de ce cluster parce que le centroïde a changé, mais ils sont plus proches au centroïde d'un autre cluster. Donc, dans ce cas, on va faire une réaffectation. Donc, vous voyez que là, le clustering a changé. En quel sens? Vous voyez, par exemple, que on va prendre certains points. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme point? Alors, les 5, là. Alors, donc là, nous avons 4, 5 et 6. Par exemple, bon, même si le schéma n'est pas très illustratif, mais lorsqu'on obtient des clusters, comment on sait que les clusters Tana ne sont plus les mêmes? On va tout simplement voir si nous avons deux clusters, c'est-à-dire multilatérales, qui sont différentes entre un clustering et un autre clustering, on va juger que le clustering Tana n'est plus le même. Quand est-ce qu'on dit que nous avons obtenu une stabilité? Nous sommes arrivés à une stabilité. Donc, dans ce cas, nous allons comparer chacun des clusters du premier clustering et du deuxième clustering. Si on constate que le cluster 1 dans le clustering est égal au cluster 1, le clustering tani, le 2 est égal exactement, quand on dit égal, c'est en nombre. Le nombre et les objets eux-mêmes, c'est-à-dire ce n'est pas seulement ils sont égaux, non. Ils sont égaux, le contenu TARM, c'est le même contenu. Donc, dans ce cas, si on parcourt l'ensemble des clusters TARM, la première étape, l'étape I, et l'ensemble des clusters TARM, l'étape 2, et on trouve une égalité parfaite entre les clusters. Donc, dans ce cas, on va dire que nous avons obtenu une stabilité ou bien tout simplement une convergence. Nous avons convergé vers un clustering final, et donc dans ce cas, on va arrêter. Si on n'obtient pas ça, tout simplement, on va faire le même travail jusqu'à obtenir cette stabilité. Sinon, si on n'obtient pas cette stabilité, on aura, par exemple, initialement, si surtout on utilise un outil, donc dans ce cas, on aura donc fait en quelque sorte, on aura fixé on aura fixé par exemple un paramètre qui est le nombre d'itérations, et lorsqu'on obtient ce nombre d'itérations, par exemple 100, ça peut être 50, ça peut être 1000, ok? Donc dans ce cas, l'algorithme va s'arrêter par lui-même. Ok. Alors, donc là, nous allons voir un exemple concret avec 4 points seulement, mais c'est juste pour l'illustration. Donc on suppose que nous avons 4 objets. Là également, on va utiliser seulement 2 dimensions. Et ces 4 objets sont x1 jusqu'à x4 qui sont décrits par ces coordonnées. Donc x1 c'est 1, 1, x2 c'est 2, 1, x3 c'est 4, 3 et x4 c'est 5, 4. Donc là, vous pouvez voir que même si sur la représentation, nous avons ces objets qui sont déjà regroupés, vous voyez 2 étoiles et un petit peu de losange, mais en réalité, les objets sont les mêmes. Bon, initialement, les étoiles ici ne représentent pas en fait
des regroupements, mais initialement, il représente des choix de sites initiaux. Alors, donc on va choisir par exemple le X1 et le X2 comme étant les sites initiaux talents. C'est-à-dire, on va les considérer comme étant des centroïdes de nos premiers clusters. OK, les centroïdes de nos premiers clusters. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va donc calculer la distance entre chaque objet et chacun des centroïdes, c'est-à-dire l'objet X1, OK? X1 va jouer dans cette étape-là deux rôles. D'une part, c'est un objet normal et d'autre part, c'est un centroïde. Là, c'est un seed. OK. Donc, on va calculer la distance B C1, lui-même, la distance avec C2, qui est X2, la distance, donc cette distance, on va la mettre dans un tableau. Ensuite, on va passer à X2, la distance B X1. En fait, il faut dire pas avec X1, la distance avec C1, qui est X1, la distance avec C2, lui-même, X2, la distance, quand on la calcule, on va la mettre dans un tableau. Et la même chose ici pour ce X3, la distance B la distance B C2. Ensuite, la distance entre C4 et C1, la distance entre C4 et C2. Et ensuite, on va essayer de comparer ces distances-là. Donc, on voit ça dans ce tableau-là. Donc, ça, c'est les distances. Vous voyez que clairement, ces distances nous donnent des zéros ici, tout simplement parce que la distance entre X1 et C1, c'est 0 parce que c'est lui-même. La distance entre X2 et C2, c'est 0 parce que c'est lui-même. Par contre, les autres distances sont différentes de 0, bien entendu, parce que généralement, les objets ne se superposent pas. Mais on peut avoir cette configuration lorsqu'on a des objets qui possèdent les mêmes caractéristiques. Par exemple, vous prenez par exemple deux étudiants qui ont eu les mêmes notes pour 2 modules, 3 modules, donc les valeurs vont être les mêmes. Donc, on oublie ça, mais c'est juste pour dire que ça peut exister. OK. Donc, lorsqu'on a ce tableau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter chaque objet à un cluster en se basant sur le minimum des distances. Donc, on voit que X1 est plus proche de C1 parce que c'est lui-même, donc il est plus proche de lui-même que de tout autre objet, voilà, objet bien ici, donc il est plus proche à lui-même que qu'à C2. X2, il est plus proche de lui-même que par rapport aux autres. Par exemple, ça va être C1, à l'âge parce que X2, c'est lui-même C2. La même chose ici, on trouve par exemple que X3 est plus proche à C2, X2, qu'à C1. Et la même chose ici, on va appeler l'objet X4, il est plus proche à C2 qu'à C1. On peut voir ça géométriquement, c'est ça donne quoi? Ça veut dire que les deux objets, les X3 et X4, sont plus proches géométriquement parlant, وكان كسر المسافة بين هذا وهذا حنسيبها أقل من المسافة هذه ولا وكان كسر المسافة هذه حنسيبها أقل من المسافة هذه. OK. Donc dans ce cas, on va obtenir un premier clustering. Le premier clustering va nous donner les trois ensemble et il va être tout seul, c'est-à-dire il va former un cluster par lui-même. Okay. C'est pour cela, donc, nous allons avoir le premier cluster qui est composé seulement de l'individu ou bien de l'objet X1 et le deuxième cluster qui est composé ou bien qui regroupe les objets X2, X3 et X4. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est le premier, en quelque sorte, la première étape. Donc, nous avons obtenu ce premier clustering. Donc là, le premier clustering fait le point HADA ou fait les 3 points. Là, attention, maintenant, les étoiles représentent les nouveaux centroïdes. Attention, ce n'est plus ce n'est plus les mêmes. Bon, vous voyez que lorsqu'on essaie de calculer les coordonnées à le premier cluster qui est composé de X1, on retombe sur l'étoile Fublasat, tout simplement parce que le centre
le cluster هذا qui est composé de X1 va être lui-même parce qu'il est unique qui que هو وحده في le cluster. Donc le centre ديالو même lorsque vous voulez calculer la moyenne, par exemple la moyenne تاع الإحداثية تاع X1 اللي هي 1, la moyenne تاع 1 c'est quoi? La moyenne تاع 1 c'est 1 parce qu'on va sommer 1 avec rien, ok? Et on va diviser par 1 parce qu'on a un seul objet. Donc on reste sur le même nombre. Par contre, ici, ça change parce que le deuxième cluster, tu as qu'un fil X2, X3 et X4. C'est ce que nous venons de voir dans ce slide-là. Donc, lorsqu'on prend les abscisses, par exemple, tu as X2, X3 et X4, nous la moyenne binatum. Les ordonnées, tu as X2, X3, X4, nous la moyenne binatum. On va obtenir un nouvel objet. Cet objet-là, c'est ça. OK. L'objet, il est là. Donc, lorsqu'on obtient ce centroïde-là, donc là, on ne parle plus de cide, on parle beaucoup plus de centroïde parce que l'étoile, elle est réellement au milieu de ces trois objets. Par contre, l'étoile qui était un cide, elle n'est pas au milieu de ces trois-là. Déjà. Donc, le vrai centroïde, ça va être cette étoile-là. Une fois qu'on aura obtenu ça, nous avons de nouveaux centroïdes. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans ce cas, nous allons recalculer pour chacun des points. Les points, c'est les vrais objets. Okay, ça, les étoiles. Donc là, c'est l'objet qui est caché derrière l'étoile. Le deuxième objet, le X2, le X3 et le X4. Donc, on prend chacun des XI et on va calculer la distance entre le premier centroïde qui est l'étoile et le deuxième centroïde. C'est-à-dire, je prends le X1, la distance B, c'est ce centroïde qui est resté lui-même. Et la distance بينه وبين هذا. Le X2, la distance هنايا ou la distance هذه. Le X3, la distance هذه, ok, et la distance هذه. Et le X4, la distance هذه avec le centroïde, plutôt, voilà, le centroïde, le nouveau cluster, et la distance هذه. Et on va réaffecter à nouveau. Donc, on voit ce calcul de distance d'abord ici. Vous voyez que j'ai un petit peu remplacé les C1, C2 par C'1 et C'2, tout simplement parce que c'est pour dire que c'est de nouveaux centroïdes de manière générale. Donc là, on trouve cette distance qui est égale à 0, tout simplement parce que X1, c'est toujours C1', et donc la distance c'est toujours 0. Par contre, cette distance, avec le nouveau Nijma qui était plus haut, donc la distance nous donne 3,14. Donc, la même chose ici, lorsqu'on calcule la distance entre C2, etc., ce n'est plus un 0 ici parce que X2, ce n'est plus C2'. Donc, on va retrouver une autre valeur. Et la distance ici, c'est la distance X2 avec une Nijma qui était sur le même niveau. Cette distance-là, c'est 1. Vous voyez que c'est 2 moins 1, donc c'est 1. Ensuite, on fait la même chose pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre le minimum entre ces deux-là. Donc, ça va nous donner 0. Donc, ensuite, le minimum ça va être 1. Ça veut dire que X2 va être affecté à le même groupe que X1. Ok, le même cluster. Ici, la distance, la minimale est de 0,47 les deux. Donc, dans ce cas, X3 va être affecté à C2', et la même chose pour X4. Et ça se voit, parce que tout simplement, vous pouvez voir qu'ici, les objets ils sont plus proches à cette étoile qu'à cette étoile. C'est pour ça que l'étoile, par contre, ce qui est caché derrière l'étoile avec cette losange-là, il le cluster. Donc, on va obtenir un nouveau clustering qui est le clustering. Okay. Donc, ça, c'est l'ancien clustering. Donc, là, c'est le nouveau. Donc, le nouveau fait, les deux objets sont ensemble. Oublions pour l'instant l'étoile. Les objets sont ensemble. Ils sont séparés par cette barre. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va encore une autre fois recalculer bien retrouver les nouveaux clusters. Qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? On va, pour ces deux points-là, les objets tests, le cluster radar, on va calculer le nouveau centroïde. Pour ces deux objets qui sont X3 et X4, on va calculer le centroïde et on va recalculer. Donc, vous voyez que les centroïdes sont là, ils sont au milieu, mais on va quand même voir les distances. Donc là, tout d'abord, avant de voir les distances, le calcul as les moyennes des coordonnées pour chacun des clusters Hado, c'est-à-dire je prends le cluster radar, je prends le 1 et le 2
1 plus 2, ça donne 3 sur 2, ça nous donne 1,5. Et par rapport au y, le 1 plus 1 sur 2, ça nous donne le 1. C'est pour ça le point il est c'est 1,5 et 1. La même chose, je prends le 4 plus 5 sur 2, ça nous donne 4,5. Et le 4 plus 3 sur 2, ça nous donne 3,5. C'est pour ça le point il est là. Donc, donc vous avez 1,5 et 4,5 et 3,5. Maintenant, on va calculer de manière géométrique. Bon, je n'ai pas dit comment on calcule de manière géométrique, de manière arithmétique. Dans géométrique, j'ai toujours représenté ça par en quelque sorte la distance. Mais la distance, c'est tout simplement la distance euclidienne, c'est-à-dire le فرق بين السينات مربع زائد الفرق بين عينات مربع. Et bien sûr, ça nous donne ensuite le jeu de. Donc là, on va retrouver la distance euclidienne. Bien sûr, il y a d'autres distances dont on peut parler plus tard au niveau du cours en live. Okay. Donc là, on retrouve ces nouvelles distances. Donc là, entre x1 et cette étoile-là, donc l'étoile-là, c'est ici, ok. Cette distance-là, pardon, on calcule cette distance, ensuite cette distance, et cette distance et cette distance. Ensuite, pour x3, cette distance et cette distance, et pour x4, cette distance et cette distance avec cette distance. Ok. Lorsqu'on fait cette comparaison maintenant, on va voir que x1 sera plus proche à c secondes, parce que là, c'est les secondes derrière le c seconde 1 et c seconde 2, ça représente en fait les étoiles de Jtad. Ok. Donc, lorsqu'on fait ces calculs-là, on va retrouver, là, on va voir que x1 est plus proche à النجمة هذيك التحتانية كالنجمة الفوقانية. La même chose pour dans x1 et x2. Par contre, x3 et x4, ils sont plus proches, ils sont en quelque sorte équidistants par rapport à l'étoile d'en là. Donc là, on va voir que ces objets vont être affectés à cette étoile-là, ou bien au cluster qui est représenté par cette étoile là. Donc là, on va obtenir le clustering qui est composé des objets x1 et x2 ensemble. Et le deuxième cluster est composé des objets x3 et x4 ensemble. Ça veut dire que si on compare ce clustering dans lequel nous avons les deux objets sont ensemble, parce que le clustering, c'est l'étape précédente. Lorsqu'on obtient un nouveau clustering, on va retrouver que x1 et x2 restent dans le même cluster. X3 et X4 restent dans le même cluster. Ça veut dire que le clustering n'a pas changé. Nous avons le cluster à l'étape I est égal plutôt le clustering à l'étape I est égal au clustering à l'étape I plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter. Okay. Et donc là, ça c'est bien entendu disons, une illustration un petit peu basique, composée seulement de 4 points. Mais il faut savoir que dans la pratique, nous n'avons pas que 4 points et également nous n'avons pas que 2 caractéristiques ou là 2 variables. Et c'est pour cela, bien entendu, quand on parle de clustering dans le data mining, ça suppose que nous avons énormément d'objets qui devient impraticable de faire ce calcul-là par manuellement ou bien même par une calculatrice. Et également, nous avons un ensemble assez important de caractéristiques, de variables, qui devient un petit peu déjà 3 variables, c'est difficile de les représenter géométriquement. Alors là, quand on parle de plusieurs variables, à partir de 4, ça devient vraiment géométriquement très difficile à imaginer. C'est pour cela les techniques de flux de données ou bien de clustering dans ce cas on utilise des outils carrément pour pouvoir faire ces calculs-là et obtenir des clusters, bien sûr, en les paramétrant comme j'ai dit au début de cette séance. Voilà, donc pratiquement ça termine cette présentation. Bien entendu, il y a d'autres aspects qui figurent dans votre fascicule, donc dans le PDF que je vous ai posté sur votre site et que je vous invite à lire. J'espère qu'on aura donc le temps de pouvoir expliquer d'autres aspects qui sont importants dans le clustering, notamment la notion de distance, parce que là,
nous avons seulement utilisé la distance classique qui est la distance euclidienne, mais en réalité, on aurait pu utiliser d'autres distances. Et également, l'utilisation des distances peut être utile même au-delà de cet algorithme qui est Camis, parce que ce n'est pas seulement l'algorithme Camis qui existe, on a des améliorations et on a d'autres algorithmes. Donc, sur ce, donc, je termine cette session vidéo. Bien sûr, je vous invite à voir et à revoir et à faire carrément des pauses pour pouvoir assimiler les étapes de Camis. Et je vous dis bonne révision et à la prochaine. Ciao. Salut.